Ce podcast vous est présenté par Kinvent, spécialiste de l'évaluation et de l'optimisation du mouvement humain. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Jérôme Huon, c'est la 3e fois que tu viens Jérôme, merci. Avec plaisir, merci à toi. Donc j'aime bien le recevoir Jérôme parce qu'il a la double casquette, il est entraîneur et préparateur physique, c'est pas tout le temps le cas, du coup c'est une lecture intéressante sur certains sujets et notamment sur le sujet de la spécificité de l'entraînement et de la préparation physique. Jusqu'où être spécifique jusqu'à quel point on peut aller pour optimiser le transfert. Et puis la réciproque, on pourrait presque poser comme sujet de réflexion, c'est d'où part la PPG et jusqu'où va la PPS en fait. Où placer les curseurs. Où placer les curseurs, c'est vraiment important. Surtout dans un monde où les lignes changent un petit peu en ce moment. C'est pas rien. C'est vrai. On a notamment l'irruption du CrossFit qui fait presque objet de la nouvelle PPG. On connaît de plus en plus de sportifs qui se préparent physiquement avec le CrossFit, avec finalement les mêmes dérives qu'autrefois. C'est ça, d'un côté le CrossFit et de l'autre côté, alors je dirais pas hyper spécificité parce que du coup c'est plus du tout spécifique, mais ce qu'on pourrait appeler des raccourcis méthodologiques, quoi, des facilités à prendre. Là en tête j'ai l'exemple parce que c'est un truc que alors moi j'aime pas critiquer, mais je vais le faire quand même. Voilà, c'est pas forcément de la critique, mais il y a des choses qui piquent les yeux sur certaines vidéos que je vois, parce que moi j'ai beaucoup de vidéos qui circulent dans les sports de combat, les box, le MMA, etc. Et on voit. Moi je les regarde pas trop, j'ai peur de me blesser. Et on voit très souvent, par exemple, le travail des poings avec des haltères dans les mains. Donc c'est vrai, ça existe encore ça. Ça existe encore et toujours, et peut-être même encore plus qu'avant, j'ai l'impression. Et c'est vrai que ça peut paraître logique, et en réalité ça ne l'est pas du tout. Et c'est peut-être même aussi parfois dangereux parce que là on ne parle pas d'un lâcher de medicine ball ou d'un lâcher de barre qui va être récupéré, on parle d'une charge qui reste dans la main, quoi. Et avec une contrainte qui est, donc pour le cas des haltères, sur les coups de poing, une contrainte qui est verticale, donc le poids de l'haltère, alors que la logique technique, la logique en termes de préparation physique pour le développement des qualités physiques, de développement musculaire approprié par exemple à un jab ou à un direct, la contrainte elle est horizontale. La seule contrainte verticale qu'on a, c'est le poids de nos gants, qui doivent rester à une certaine hauteur pour rester protégés. Si les gens voulaient explorer cette partie de préparation physique spécifique, ils auraient mieux fait d'attraper un élastique et de tirer dessus en frappant, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. On voit moins d'élastiques que ce type de ou à l'inverse, de se faire tirer en hyper vitesse. Tout à fait. Ou alors encore être sur de la technique, mais si on veut utiliser absolument ces haltères, on peut aussi isoler le haut du corps et puis se mettre allongé et puis travailler sur la technique, mais de façon verticale, mais du coup le corps placé, voilà, ça serait un moindre mal, j'ai envie de te dire. Quand je suis arrivé dans le milieu du golf, j'ai rencontré des golfeurs qui se préparaient en golfant avec des baramines. Enfin, en faisant le mouvement de golf, de swing avec des baramines. Ouais. Donc, intéressant. Alors en plus, souvent, contrairement aux boxeurs qui peuvent être assez athlétiques et du coup compenser d'une certaine manière cette charge distale. Oui, avec un bon verrouillage des épaules, des coudes, etc. Là, en plus, on ne l'avait pas. Donc en plus, c'était situation d'exposition à la blessure en prépa physique, ce qui est absolument inacceptable. Donc, voilà, quel intérêt en termes de préparation physique et quid de la détérioration technique aussi. Parce que j'ai un autre exemple, on voyait des basketteurs aussi faire des lancers avec des medicine balls. Des lancers techniques, des shoots avec des medicine balls. Donc quid de la détérioration surtout aussi, là, pour de le coup, l'agilité. L'info, on l'a, c'est-à-dire que, il faudrait regarder un petit peu les dernières études là-dessus, mais ce que j'ai en tête, c'est 3%. D'ailleurs, qu'on a un différentiel de 3% du poids, donc là en l'occurrence du point pour une frappe, du club pour un swing et du ballon pour un basketteur, on a un ajustement
de la technique. Donc on est en train de se préparer pour une autre technique que sa technique. Et donc du coup, on peut devenir éventuellement expert en boxe avec des Des haltères. Donc si un jour ça devient une discipline à part entière, là on peut devenir fort. Mais tant qu'on boxe avec simplement des gants, le repère c'est ça, c'est le poids des gants. Et donc j'ai ce chiffre-là en tête qui date peut-être un peu, peut-être que ça a évolué aussi, mais retenons quand même que le différentiel de lestage pour pas modifier la technique doit être quand même très très modéré, très contenu, et que donc finalement, si on veut vraiment lester et être très fort en développé horizontal, alors Contrainte horizontale. il vaut mieux faire un développé couché. Oui. Ça se transférera probablement Ouais. mieux. On progressera en triceps, en deltoïdes, en pectoraux, et à la fin, c'est peut-être finalement ce qu'il nous faut. Voilà, on le relie au gainage et à la force des appuis au sol, et puis on aura peut-être le même résultat plutôt que de faire un truc. C'est ça, avec qui est une aberrant. logique de transfert. Là, c'est voilà, moi j'aime bien parler de raccourci méthodologique parce que voilà, ça paraît tellement logique de se dire voilà, je vais faire mon geste technique avec une charge aux extrémités. Donc on a parlé des haltères pour les coups de poing, on voit aussi des lestes aux chevilles pour les coups de pied. Alors ça peut être intéressant d'avoir la charge aux chevilles sur la première partie du coup de pied, là où la contrainte peut être verticale. Mais à partir du moment où on va être sur une extension, voilà, ça peut même faire mal à terme. Et puis on n'est plus du tout dans la logique spécifique. dans la contrainte. Voilà, Ça la devient, logique parce qu'on spécifique. est à force de singer. Exactement. Du coup, on fait un truc à peu près qui ressemble un peu, mais je me rappelle effectivement quand je suis arrivé en Angleterre, les athlètes, ils n'avaient pas un niveau d'expertise de la discipline, du judo en l'occurrence, comme chez nous. Nous, c'est une grande nation du judo, c'est une petite nation du judo, les Britanniques. Et du coup, il y avait des athlètes internationaux qui pouvaient être performants, mais qui n'étaient pas des esthètes de la discipline, quoi. Et donc, très très vite, en les mettant sous contrainte cardio, ne serait-ce que cardio en utilisant le judo, donc pourtant on le galvaudait pas par une charge additionnelle, simplement la fatigue et la répétition de trucs qui faisaient que ça n'avait plus rien à voir avec le judo. Ils auraient mieux fait de faire du vélo ou des montées de genoux sur place, on aurait une meilleure intensité que là, on n'avait ni l'intensité ni la qualité gestuelle, ça devenait n'importe quoi. Et donc, déjà, on a un premier jalon pour poser une limite au spécifique. C'est-à-dire que, spécifique, oui, si les gens sont techniquement capables de. Et du coup, il y a une limite qui va avec ça, c'est l'observable technique de l'expert, du coach. C'est simple, hein, dès lors que ça modifie la technique gestuelle, c'est trop lourd, c'est tout. Voilà. C'est absurde. Alors, avec ce que tu décris en boxe, en plus, il y a une logique en plus préventive qui est vraiment propre au poids et haltères, c'est que globalement, à part les swings en kettlebell, parce qu'il y a une inertie dans le mouvement du swing qui permet ça, dans l'immense majorité de la musculation et de l'haltérophilie, la consigne, c'est de ne pas écarter la charge de l'axe du corps. Parce que là, en l'occurrence, sur une charge frontale comme ça, on va se retrouver avec des tensions dorsales hyper importantes et on n'a pas envie de ça. Donc, sur des mouvements. Et qui ne sont absolument pas du tout spécifiques. Voilà, exactement. Donc, sur des mouvements balistiques comme ça, c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Voilà, donc, il y a toujours une réflexion, je pense, à mener quand on reprend un exercice, ou encore mieux quand on en crée un, c'est voilà, quelle contrainte, quelle spécificité pour quelle contrainte, quoi. Qu'est-ce que je cherche à développer? Qu'est-ce que je cherche à accomplir exactement? Donc les haltères, oui, moi je les utilise pour un renforcement spécifique des épaules pour le maintien de la position de garde, par exemple. Parce que parfois, c'est vrai que, et là on revient un peu dans notre sujet de l'épisode précédent, une garde en sport de combat, donc en boxe, MMA, boxe anglaise, boxe pied-point, une garde qui est pas suffisamment levée, est-ce que le fait de répéter 100 fois par entraînement lève ta garde, est-ce que ça va vraiment corriger le problème à la fin?
Alors déjà, le feedback verbal, il est moins puissant que le feedback vidéo. Déjà, c'est bien d'utiliser la vidéo pour ce genre de problématique. Là, je rentre sur un exemple un peu précis. Et puis parfois, c'est aussi un problème de renforcement musculaire. C'est-à-dire qu'on a éduqué nos chaînes musculaires à une posture de garde qui n'est pas suffisamment efficace, qui n'est pas adaptée. Haute, manifestement. Et si je dis lève tes mains, les mains vont se lever, mais à partir du moment où le muscle n'est pas assez endurant pour maintenir cette posture, elle va redescendre automatiquement. Donc voilà, c'est un petit rebond avec notre sujet précédent. Alors du coup, on a cette limite dans la spécificité, ne pas singer, ne pas reproduire bêtement sans comprendre pourquoi, et parfois, il vaut mieux reculer un peu sur l'apparente spécificité gestuelle pour une spécificité plutôt de fond. Peut-être que finalement, le travail de fente est hyper spécifique au développement du boxeur. Oui. J'ai jamais. Position de garde de 3/4. Voilà, mais j'imagine qu'à un moment donné, il va falloir, si on veut renforcer les appuis, travailler sur des fentes va avoir plus de sens que sur des squats, par exemple. Et du coup, le choix spécifique, il va peut-être se faire aussi dans l'orientation des exercices. Et puis, garder un tout petit peu de simplicité pour maîtriser la charge, maîtriser l'intensité et finalement travailler sur les chaînes musculaires. Ça va probablement être plus souhaitable en termes de transfert qu'un mouvement qui ressemble de loin, mais qui finalement n'a aucune logique spécifique. spécifique, quoi. Donc ne singez pas les choses, réfléchissez bien à ce que vous cherchez à accomplir. Tout à l'heure, tu parlais du travail cardio. Alors, je ne sais plus si c'était un judoka ou… Ouais, des judokas. Ouais. Donc moi, ça m'a fait penser aussi à ces discussions qu'on a souvent. On est des combattants, on est des boxeurs. Alors, il y a deux choses. Parce que je voulais parler de la course à pied un petit peu. Il y a le frein culturel, ce que j'appelle le frein culturel, la logique culturelle qui veut que le boxeur, il doit courir. Il doit courir à tel point que aujourd'hui, on voit encore des combattants professionnels, je parle plutôt de la boxe anglaise parce que c'est ce qu'on voit le plus, sur des reportages, on voit les préparations de grands professionnels qui sont très très forts. Donc la boxe, sport de percussion, explosivité, etc. Donc il y a de la vitesse, il y a de la force, de l'explosivité. Et pour autant, le footing matinal à faible intensité et à longue durée, tous les jours de la préparation, du premier au dernier jour, à 2-3 jours avant le combat. Donc donc il y a un courant qui se bat un peu contre ça. Si on peut entendre une certaine forme de logique métabolique à maintenir un effort aérobie à forte consommation calorique pour maintenir le poids de corps. Oui, alors il y a ça, il y a aussi la logique du poids de corps. Ça pourrait être de la course à pied, ça pourrait être autre chose. Est-ce qu'on peut discuter avec maintenant aussi ce que c'est que la haute intensité serait peut-être encore plus efficace pour la sèche que la faible intensité. C'est un meilleur fat burner en tout cas. Du coup, ça peut aussi être argumenté. Et en même temps, l'autre courant, c'est de se dire on fait des sports de combat, on n'a pas besoin de courir. On peut travailler notre cardio avec le shadow, avec le sac de frappe, etc. Surtout en boxe, c'est quand même une discipline par essence éminemment cardio. Oui, et en même temps, à un certain niveau, on va atteindre des paliers de progression au niveau énergétique. Et du coup, ce qu'on appelle le fractionné sac, donc c'est le travail en intervalle de percussion au sac. Alors si à un moment donné, on va aller chercher des intensités supramaximales, et on a de la détérioration technique, forcément. Donc est-ce qu'on sacrifie par moment la technique au profit du cardio? Oui, à certains moments, mais jusqu'à quel point? Et jusqu'à quel point aussi il n'est pas intéressant d'aller sortir un petit peu de la motricité spécifique pour optimiser de façon calibrée à travers une motricité naturelle, instinctive qui est la course à pied. Optimiser dans un calibrage très précis, ces paramètres métaboliques, tout à fait. Ce qu'on perd en spécificité gestuelle, on peut le gagner
en intensité, et En parfois même intensité. en spécificité métabolique. Voilà. Et ensuite, retransférer ça C'est dans ça. la logique de l'activité. Et d'autant plus que quand tu cours, le calibrage, c'est des temps, c'est des distances. C'est assez simple. Nous, quand on fait de la course avec des combattants, des boxeurs, on n'est pas sur des paramètres techniques de la foulée, etc. On est plutôt sur des paramètres d'intensité liés à des distances et Ça des temps. permet d'objectiver la charge. Voilà. Et quand tu es sur ton sac de frappe, à un moment donné, tu demandes une certaine intensité, tu as une certaine charge qui est présente. Inconsciemment, on triche. On va mettre plus de points parce que c'est plus économique. On va utiliser des techniques de pied qui sont aussi plus économiques, à des niveaux plus faibles, etc. Et encore, chacun aussi a des techniques qui le fatiguent plus que d'autres. Tu vois. Il y a moins d'espace pour se planquer Voilà, quand tu cours dans le bois. on a beau avoir le cardio, on a beau avoir tout un tas d'outils, à un moment donné, quand tu cours, voilà, il y a toutes ces questions techniques, elles sont absentes. Oui, bien sûr. C'est pour ça que moi j'aime bien, on a reçu Fred Aubert dans ce podcast qui lui dit que la prépa physique aujourd'hui est spécifique ou n'est pas, Voilà. elle est pertinente ou perte de temps. Et la préparation physique intégrée est une escroquerie méthodologique. On peut pas ne pas le citer dans ce sujet-là. C'est bien Fred Aubert qui a dit ça aussi. Donc c'est vrai que j'aime de plus en plus moi parler de différents niveaux d'intégration de la prépa physique. C'est-à-dire qu'on a la prépa physique dissociée, orientée, alors lui il rajoute associée aussi, on va mélanger, intégrée. Et intégrée. Donc pour moi, c'est un continuum en fait, qui en revanche est toujours spécifique. C'est pas parce qu'on fait de la prépa physique dissociée qu'elle n'est pas spécifique. Elle est dissociée dans la gestuelle. L'activité support n'est pas l'activité cible. Néanmoins, elle est spécifique par ses choix de chaîne musculaire, par ses tempos de sollicitation si on est en musculation, par ses intensités et ses durées et sa dynamique charge-récupération si on est en cardio. Tout ça va rendre la décision de charge spécifique. Mais par contre, on joue sur un continuum qui va de dissocier à intégrer en passant par orienté ou associé. Et c'est là que ça va faire sens. Et donc, à un bout du continuum, on a la discipline elle-même, qui par essence va permettre d'entraîner les gens avec les inconvénients dont on a parlé, mais l'évident avantage qu'il n'y a pas de transfert à se poser, il n'y a pas de question de transfert à se poser, on est dedans. Et de l'autre côté, il y a effectivement les activités complètement dissociées, complètement coupées, avec une nouvelle activité qui est venue se rajouter, le CrossFit, qui du coup sert de plus en plus, surtout dans les sports de combat, parce qu'il y a quand même des proximités culturelles. C'est ça. Notamment le MMA et le CrossFit. Et beaucoup de gens aujourd'hui se préparent physiquement avec le CrossFit. Alors, on sait à quel point je soutiens le CrossFit et à quel point j'aime ça, mais ça n'est pas de la préparation physique, ou si ça en est, elle est très généraliste, parce qu'on ne maîtrise pas sa charge. Et ce qu'on veut justement, en jouant sur le bon curseur, sur ce continuum, c'est maîtriser une charge suffisamment ouverte pour qu'elle se transfère, mais la maîtriser quand même. Et si on ne la maîtrise pas, alors là, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qui se passe. C'est ça. En tout cas, c'est vrai que le CrossFit n'est pas de la préparation physique, spécifique en tout cas. Néanmoins, dans le CrossFit, il y a toute la boîte à outils du préparateur physique. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là que c'est compliqué de se positionner, parce que quelque part, des gens qui ne sont pas dans le très haut niveau, qui sont en pré-élite, qui ont 3 séances spécifiques par semaine et qui disent tiens, je ferais bien une séance de physique à côté pour me préparer. Alors là, on ne voit pas pourquoi on leur dirait de ne pas faire de CrossFit, parce que du coup, il y a un petit peu tout dedans. Ça les fera progresser sur tous les paramètres. Ils sont probablement dans une zone d'interdépendance positive des facteurs, ou au moins d'indépendance des facteurs. Donc, il n'y a pas de problème de concurrence. J'ai envie de te dire, c'est mieux que l'idée d'aller courir tous les matins. À la même intensité. Au moins, il y a des notions de relance de longueur. puissance, il y a des notions de mouvements polyarticulaires globaux, d'entraînement fonctionnel, de cran, d'engagement psychologique. C'est dur le CrossFit quand même. Évidemment. Donc il y a quand même tout un tas de choses qui vont faire que lui, cette séance de PPG, le CrossFit, c'est hyper adapté, quoi. Puis à la tête de haut niveau, combattant professionnel,
dont là, on peut attendre un petit peu plus en termes de stratégie De calibrage. de calibrage. J'irai même plus loin. Le CrossFit, pour moi, étant un sport à part entière, même eux ont intérêt, et on le sait, les compétiteurs de haut niveau le font, hein, à quitter un tout petit peu ce fantasme qui est un peu loisir finalement, de changer de charge sans arrêt. Là, quand on vient dans le haut niveau, si on cherche à augmenter à un moment donné son RFD, sa force max ou son VO2 max, il va falloir l'adresser droit dans les yeux spécifiquement. Et voilà, et comme on disait tout à l'heure, le CrossFit a beau être une activité qui est aléatoire en termes souvent de planification. De planif, ouais. Planification, s'il y a planification. Et puis là, je ne sais pas si ce n'est pas le seul sport où on découvre le format de compétition au dernier moment. Est-ce qu'il y a d'autres sports, sports où on peut avoir un format de compétition si différent Encore une fois, les sports de combat quelque part, puisque malgré tout, c'est l'adversaire qui va décider, c'est ton interaction avec l'adversaire qui va déterminer. Mais les techniques restent les mêmes, les temps restent les mêmes, le règlement reste le même. Le règlement reste le même, on reste quand même constant. On ne va pas nous faire nager d'un seul coup dans le ring. C'est ça. C'est passionnant. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu évoquais les parallèles, enfin les rapprochements entre des disciplines, enfin le CrossFit et certaines disciplines. Donc on parlait du MMA. Et il y a je reviens encore à cette notion de culture. Quand on regarde la boxe anglaise, donc si on regarde par exemple aux États-Unis, ce qui se fait en termes de préparation physique, alors je ne veux pas généraliser, hein, attention, mais de façon un petit peu grossie, ce qui se fait en termes de préparation physique pour la boxe anglaise aux États-Unis, qui est une discipline qui a des siècles de vécu, le MMA qui est tout frais, tout jeune, ils sont à la pointe. Ils sont à la pointe en termes de méthode d'entraînement, je suis d'accord avec préparation toi. physique. Aujourd'hui, quand tu vas dans les congrès de prep physique ou de sciences du sport, on te prend les grandes franchises nord-américaines en grands exemples, tu vois, donc la NBA en number one, la NFL, mais aussi l'UFC. Ouais. C'est systématique maintenant. Ils sont vraiment rentrés au panthéon de l'innovation méthodologique d'entraînement. Dans la préparation physique, et puis si on sort un peu du sujet, dans d'autres paramètres aussi de la performance. Hein, quand tu écoutes des coachings en boxe anglaise et quand tu écoutes des coachings en MMA, on n'est pas sur le même champ culturel. On n'est pas sur le même registre, voilà, tout à fait. On a cette logique de game plan, cette logique de stratégie. Le coach, parfois il y a 2-3 coachs. Il y a des coachs qui sont plus orientés percussion, d'autres plus au sol, d'autres plus même sur les émotions, etc. C'est très, très structuré et très intéressant à observer en tout cas. Et c'est aussi la culture, et puis la culture c'est important, mais parfois c'est aussi un frein, quoi. C'est aussi un frein en termes d'innovation, tu le disais. Et encore, heureusement, les Britanniques sont forts en boxe anglaise, surtout en ce moment. Donc eux, ils ont quand même une méthode un peu plus rationnelle, on va dire, que les Américains. Ouais, c'est pour ça que je prenais plutôt l'exemple des Américains. En la matière. Et bon, ça a été démontré comme pas forcément payant ces derniers temps, la prépi. Mais bon, c'est la beauté du sport, c'est que encore une fois, on n'est que sur une petite pièce du puzzle, si on est prêt physiquement. Et il y a d'autres éléments. Bon, écoute, en tout cas, c'est passionnant comme discussion. On pourrait tenir la journée là-dessus. Merci d'être venu encore une nouvelle fois. Merci à toi. N'hésitez pas, vous savez que Jérôme est aussi un auteur. Il a sorti deux livres sur les sujets du coaching. Alors, le premier est quand même assez spécialiste boxe. Le deuxième est un petit peu plus transversal. À différentes disciplines. N'hésitez pas à aller voir. Et puis, vous savez que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez nous regarder sur YouTube. Vous pouvez nous voir aussi en version augmentée, puisque Jérôme partage pas mal de contenu et on enrichit ces vidéos de contenu téléchargeables. Et puis, il y a tout un tas d'épisodes inédits à voir sur le e-campus de transfert. J'espère vous y retrouver tout bientôt. Et en tout cas, merci de votre fidélité. À bientôt pour de nouveaux épisodes.
C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.